Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Qu'est-ce que l'urinothérapie ? C'est une excellente question et merci de commencer par ça. La frange la plus marginale de la complosphère la plus éclatée. Les cimes de la crédulité. C'est vraiment une petite théorie du complot, c'est assez mal construit. Les choses sont extrêmement claires. Tout ce qu'on nous dit est faux. Au départ, c'est une loge maçonnique. D'accord. Unvaxxed sperm. N'allez pas vous faire vacciner, vous allez mourir. Le mec, il a bac plus 14. On me dit le fact-checking, ça sert à rien. J'avais pas vu comme ça, ouais. Peu importe le réchauffement climatique, du moment qu'on a la clim. Oui, c'est intéressant. Il y a aucun doute. Non, non et non. Vous allez pas être content. Vous le savez, chaque numéro est l'occasion pour Rudy, Tristan et moi de nous plonger dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Alors cette semaine, on va commencer par la nitroglycérine qui est apparue vendredi dernier, le 30 janvier, avec la publication par le ministère américain de la Justice d'un nouvel épisode de l'affaire Epstein, avec 3 millions de pages supplémentaires, des milliers de vidéos, des centaines d'images. Alors officiellement, c'est la transparence dans les faits, mais c'est aussi une bombe documentaire, difficile à trier, et déjà très contestée. Il y a même des familles, des avocats de victimes qui ont dit que cette publication avait été faite à la hâte et qu'il y avait eu des erreurs qui pouvaient exposer justement certaines victimes. Et puis on retrouve des noms comme Dieudonné, Trump, J.D. Vance, tout ça. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette nouvelle publication ? Comment on peut la regarder, cette publication ? Est-ce que c'est des nouvelles preuves que finalement les conspis avaient raison avant tout le monde ? Tristan. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, for the record, être dans les fichiers Epstein n'implique absolument pas qu'on est un pédocriminel. Et je crois que c'est le premier truc à dire, parce que ça c'est effectivement une sorte de bombe. Alors, c'est pas la première bombe, hein. Chaque séquence est le moment, évidemment, d'une sorte de sidération planétaire autour de ces documents rendus publics. Et alors, évidemment, va falloir qu'on soit très précautionneux dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qu'il faut essayer d'évacuer tout de suite. D'abord, je tiens à le dire aussi, le verbaliser le plus clairement possible. Oui, il y a une affaire Epstein. C'est absolument atroce, c'est horrible. Les victimes qui ont été prises dans cette affaire-là sont dans une situation, ont été et sont même encore aujourd'hui dans une situation absolument ignominieuse. Donc c'est une vraie réalité. Il y a quelque chose d'absolument abject, évidemment, autour de cette affaire. On l'avait déjà dit d'ailleurs, mais on l'a déjà dit. Le redire, ça fait du et bien je veux de vraiment le redire en introduction pour que les choses soient vraiment claires, parce que très très vite, il y a une telle hystérie autour de ces documents qu'il faut être très précautionneux. Et quoi qu'on dise, d'ailleurs même aujourd'hui, je pense qu'on va se faire bâcher en ligne, quoi qu'il se passe, quoi qu'on dise. Bon. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a une réalité, il y a une vraie affaire, il y a un vrai sujet, il y a des gens qui ont été condamnés, il y a des procédures en cours encore, il risque d'y avoir d'autres procédures encore dans la suite. Donc, c'est aussi quelque chose qui est un work in progress. Cela dit, évidemment, là, on est sur donc, un énième épisode de documents qui ont été lâchés dans la pampa. Et pour ce qui nous intéresse, à la fois, j'aimerais peut-être m'arrêter 2 secondes sur la méthode. Vas-y. Oui. Tu l'as souligné, là, ici, effectivement, en intro. L'administration Trump, sous pression, une pression qui n'est pas illégitime, j'insiste là-dessus. Vouloir qu'on ait de la transparence sur une affaire aussi affreuse, vouloir que des documents soient rendus publics, c'est très légitime, c'est parparfaitement légitime. Surtout que Trump l'avait promis avant d'être élu. Trump, évidemment, l'avait promis avant, et après, effectivement, a une relation, il a une relation un peu assez particulière complexe avec ce stock de données. Il y a des motivations qui peuvent être diverses et variées dans cette volonté, mais il y a aussi, clairement, une récupération, une instrumentalisation, évidemment, de cette séquence, avec des motivations qui peuvent être extrêmement variées, qui peuvent être idéologiquement teintées aussi, derrière ça, ce qui est aussi audible et compréhensible, vu l'administration Trump aujourd'hui. Alors, sur la méthode, ce que je trouve, et vraiment c'est encore en amont de ce qu'on va discuter après sur le contenu, mais sur la méthode, le fait de lâcher des documents bruts par millions dans la pampa, sans appareil critique, sans contextualisation des données, sans un travail ultra précautionneux sur les données qu'on partage et qu'on rend publiques au niveau planétaire,
la façon dont l'administration a géré cette opération est absolument folle. Ils ont été, comme tu viens de le dire, là, interpellés par des avocats des victimes. Là, on parle des victimes. Hein. C'est le cœur de cette affaire. C'est les victimes. Des avocats des victimes sont scandalisés du fait qu'il y ait des données personnelles, privées. J'ai lu compte bancaire, adresse personnelle et des noms de victimes qui ont été rendus publics du fait de ce lâchage brut de données sans travail sérieux en amont. J'ai pu constater, pas plus tard que hier, en allant d'ailleurs sur le site du ministère de la Justice américain, que le site lui-même du ministère de la Justice américaine dit il est tout à fait possible qu'il y ait eu des impairs et que nous ayons publié des données personnelles. En ajoutant un email en disant si vous êtes concerné, écrivez-nous. Ce qui est, on s'arrête 2 secondes là-dessus, ce qui est absolument fou, parce que le doxing, c'est ça, c'est quand une donnée est rendue publique, les captures d'écran, le téléchargement, ça existe. Combien de gens ont déjà téléchargé des octets, des gigaoctets de data ont déjà été pompés. Donc c'est pas un petit email de correctif qui va changer quoi que ce soit dans ce tsunami de data. Ça, c'est pour la méthode, que je trouve déjà dingue. Alors, sur le process même en lui-même, encore une fois, il est légitime que l'on souhaite avoir de la transparence et que des données soient rendues publiques. Mais sans appareil critique, sans un travail sérieux autour, sans ce qu'on a pu voir pour d'autres épisodes. Oui, comme les Panama Papers, par exemple, où plusieurs journalistes de différentes rédactions au niveau international s'étaient coalisés pour analyser les documents et finalement les mettre dans leur contexte, les contextualiser et puis les expliquer aussi à la population et aux lecteurs et aux différents téléspectateurs. Et recouper les informations, bien sûr. Et ça, c'était un travail qui était absolument génial, qui a été fait effectivement en s'assurant de la protection absolue des datas, qu'on ne lâche pas dans la pampa des noms et qu'on les jette en pâture à l'opinion publique internationale. Ça n'a pas été le cas là. On a des documents bruts, avec à l'intérieur de ces documents des emails, des notes d'audition, des signalements, des allégations non vérifiées, peut-être mensongères, on ne sait pas. Il y a des échanges privés de emails dont on ne connaît pas le degré peut-être d'humour, est-ce qu'il y a du second degré, est-ce qu'il y a des clins d'œil, est-ce qu'on s'amuse, est-ce qu'on joue un rôle, je ne sais pas. Bref, tout ça n'est pas bordé, tout ça est lâché de façon brute à l'international. On est sur, comme tu le disais, un peu sur de la kryptonite en termes de sujet. Il est évident que ces données lâchées dans la pampa vont être un objet de focalisation extrême, notamment pour ce qui nous intéresse, des franges les plus extrêmes de la complosphère planétaire qui vont se ruer dessus. Je me souviens encore des quelques emails qui avaient fuité et qui a donné durant de Clinton, juste avant l'élection d'Hillary Clinton de 2016 qu'elle a perdue contre Donald Trump à la première élection de Donald Trump. On se souvient tous que ces emails avaient été l'objet d'une fantasmagorie, d'une projection, et de cette projection complotiste qui a donné naissance au Pizzagate, avec des projections folles d'interprétation de mots sur des noms de pizza qui seraient une traduction en fait cachée d'exploitation, de torture, de consommation de mineurs. Ça, c'était que sur un batch de emails. Là, on a des millions de pages publiées. La machinerie à fantasmes complotistes se projetant là-dessus, mais qu'est-ce que ça va donner ? Le Pizzagate, c'était traduit par quelqu'un qui était allé dans une pizzeria avec une arme lourde et qui a mitraillé la façade. Qu'est-ce que ça pourrait donner dans des cerveaux perturbés, disons, pour rester de gens qui ont une mécanique complotiste vraiment radicale dans la tête? Qu'est-ce que ça peut donner à l'international ? Dernière chose, là j'essaie d'avoir une approche un peu méta. Ces dossiers-là ont un impact dans tous les pays de la planète parce que
Epstein était un personnage global, planétaire. Il a rencontré les puissants de la planète. Donc en France, on a l'épisode, le versant français de cette ébullition complotiste, mais il faut bien se dire que ce qu'on va même pouvoir dire aujourd'hui sur le volet français, on a la même chose dans tous les pays du monde, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, un peu partout autour de la planète. Pour ce qui est de la France, on a déjà aujourd'hui des effets délétères de ce moment d'excitation folle. Et je donne juste un exemple. À Dieudonné, à Jack Lang. On va revenir sur des noms plus spécifiques, mais même avant même de rentrer dans les datas. Ce moment-là était un moment, pas plus tard que hier, de publication de listing, de listes de noms, de listes de dizaines, peut-être une centaine de noms, de plusieurs dizaines de noms. Lâchés comme ça, dans la pampa. Dans ces noms-là, j'ai pu aller vérifier. J'ai pris un ou deux de ces noms. Je peux peut-être en mentionnant, je ne vais même pas mentionner de nom pour ne pas mettre de problématique. J'ai pris un de ces noms-là que je suis allé chercher sur la base publique, publiée sur le ministère de la Justice américaine. Eh bien, certains de ces noms-là n'étaient pas présents à l'intérieur. Donc là, on est sur une séquence où il va y avoir des noms lâchés en pâture. Les gens ne vont pas aller vérifier chacun de ces noms-là, mais ces noms-là vont imprégner la rétine d'une communauté complotiste radicale qui va tout de suite faire basculer ces individus dans une suspicion de pédocriminalité la plus abjecte qui soit. Alors Rudy, comment tu regardes cette nouvelle publication ? Je sais que tu as regardé aussi sur le site du ministère de la Justice américaine les nombres d'occurrences, les occurrences, les noms et ainsi de suite. Comment tu regardes ça ? Est-ce que c'est finalement une nouvelle transparence ou est-ce que c'est un écran de fumée un peu cette publication de 3 millions de pages finalement sans contexte, sans vérification, sans recoupement des sources ? Alors je ne crois pas que ce soit un écran de fumée parce que c'est vraiment sous la pression que l'administration américaine publie ces documents-là, effectivement de manière à la Wikileaks, c'est-à-dire Wikileaks avait fait ça, c'est-à-dire à diffuser de manière brute des documents, quitte à mettre en danger potentiellement des gens, etc. Donc c'est un peu, ça fait 10 ans, quoi, Wikileaks, en tout cas s'agissant des emails du serveur du Parti démocrate qui avait été piraté, on le sait aujourd'hui par une opération du renseignement militaire russe en 2016, c'est la même méthode. C'est la même mécanique, quoi. La même mécanique, c'est-à-dire on diffuse comme ça des millions de pages et puis débrouillez-vous avec ça. Le fait que ce soit effectivement pas accompagné d'un appareil critique, d'un travail journalistique en amont, etc., est problématique, mais en même temps, comment faire autrement ? C'est-à-dire qu'il y a tellement, encore une fois, on parle de documents extraordinairement hétérogènes. C'est-à-dire vous cliquez sur un document, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. C'est parfois des tableaux Excel, des listes, des emails, c'est toutes sortes de choses très différentes. Il n'y a pas de clé de lecture qui permettent de savoir vraiment ce qu'on lit. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on se contente de faire des recherches par mots-clés, si on tape Trump, on a 5176 résultats. C'est-à-dire 5176 documents dans lesquels le nom de Trump apparaît au moins une fois. 1036 pour le nom de Poutine, 2594 pour Bill Gates, 447 pour Soros, 1464 pour Musk, 2923 pour Bannon, 3753 pour Clinton. Voilà. Et Candace Owens, elle apparaît dans 8 documents, Tucker Carlson dans 38 documents, et tu l'as dit, Dieudonné dans 4 documents. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieudonné, les 4 documents, c'est le même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un seul document qui apparaît dans 4 fois. Qui apparaît 4 fois. Bon. Et effectivement, ça ne signifie pas qu'il est impliqué dans quoi que ce soit. Ça signifie juste qu'à un moment, on parle de lui. Voilà. Donc évidemment, il a relayé ça pour dire « Regardez, c'est très inquiétant, etc. On parlait de moi. » Mais ce qui est fou, c'est, je me dis, mais si jamais... des noms, parce qu'il y a encore d'autres documents qui doivent être publiés. Si on part du principe effectivement qu'un nom qui se trouve dans les Epstein Files vaut complicité ou implication, dans voire culpabilité, pédocriminel, c'est extraordinairement grave. Bien Donc sûr. évidemment que sur des millions de pages, les gens dans des mails, ils parlent de la vie, de la politique, de ce qui se passe, de l'actualité. Donc vous trouverez des choses. Voilà, j'avais cité cet exemple il y a quelques temps parce que c'est pas la première fois par ailleurs que des documents relatifs à l'affaire Epstein sont délivrés au public. Publiés. C'était déjà le cas l'année dernière et même avant. Donc il y a plein de choses qui ont déjà fuité avant le retour de Trump
au pouvoir. Mais l'année dernière, début 2025, il y a tout un jeu de documents qui avait été diffusé. Et déjà, il y avait cette idée, regardez, est-ce que ça vaut pas liste, etc. Donc non, clairement pas. Et en fait, le travail journalistique, j'ai envie de dire, commence maintenant. Et il pourra être fini que lorsqu'on aura, l'intégralité des documents non caviardés, ce qui n'est pas le cas, et 2, l'intégralité des documents. Là, pour l'instant, il reste encore la moitié, si j'ai bien compris. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut répondre finalement à une partie de la complosphère, voire toute la complosphère mondiale, qui dit finalement, on avait raison, il y a bien une affaire Epstein. Mais non, mais tout ça, c'est la preuve que ce réseau existait et que Epstein entretenait un réseau pédocriminel mondial. De quoi parle-t-on quand on parle de l'affaire Epstein ? Quand on parle de l'affaire Epstein, on parle d'une affaire qui a éclaté en 2005, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, pour laquelle il était condamné, pour laquelle il a fait de la prison. Sans doute pas assez, etc. Il a fait un accord à l'époque, puis il a été libéré. Et l'affaire rebondit en 2019, il est mis en prison en juillet 2019, avec des charges beaucoup plus lourdes à ce moment-là, et des peines de prison potentielles de plusieurs décennies. Autant dire qu'il était cuit, et apparemment, c'était absolument accablant. De toute évidence, il s'est suicidé le mois suivant, en août 2019, point. Et des gens disent depuis, en fait, il travaillait pour des services de renseignement, on a potentiellement des suspicions, mais on n'a pas de preuve de ça. Alors, le service de renseignement, en général, on explique que c'est ou le Mossad ou le FSB, voire la CIA ou l'État profond, on ne sait pas très bien. 2, en fait, il aurait été assassiné pour le faire taire, parce qu'il aurait été détenteur d'informations trop embarrassantes, sensibles et trop pour les puissants, voilà. Mais encore une fois, un assassinat maquillé en suicide, on n'a pas la preuve de ça. Jusqu'à preuve du contraire, il s'est suicidé. Il y a une autopsie qui dit que c'est compatible avec le suicide. Et on ne voit pas très bien, par ailleurs, comment il aurait pu être assassiné, sachant que ça suppose comme une certaine organisation, de faire entrer quelqu'un dans une prison, dans une cellule, tuer quelqu'un, ressortir. Il y a des images d'une caméra de vidéosurveillance, on a plus de 10 heures d'images, et la caméra ne donne pas sur la porte ou sur l'entrée ou le couloir où il y a la cellule d'Epstein, mais a priori, elle donne sur un endroit où, si des gens avaient dû s'infiltrer dans la prison, ils seraient passés par là. Et alors, il se trouve qu'à minuit, il y a une interruption de la caméra pendant un peu plus de 2 minutes. Voilà. Et donc, évidemment, tout s'engouffre dans cette brèche-là, factuelle. Ça voudrait dire que s'il y a une opération pour l'assassiner, il aurait fallu que ça joue dans ces 2 minutes, mais vous imaginez le nombre de complicités internes que ça suppose. Encore une fois, il y avait des surveillants. Ces surveillants, ils étaient condamnés parce qu'ils avaient falsifié les registres de passage en disant qu'ils étaient allés voir Epstein dans sa cellule. Or, ce n'était pas vrai. Ils ont été poursuivis et condamnés pour ça. D'accord ? Pas pour avoir assassiné qui que ce soit. Juste pour ça, pour avoir falsifié un registre. Et en fait, la réalité, c'est que personne n'est allé le voir dans sa cellule pendant plusieurs heures, pendant lesquelles il a pu se suicider. Et on avait des raisons de penser qu'il aurait pu se suicider, puisque 2 semaines plus tôt, compte tenu de son état, etc., il avait été mis sous le régime du Suicide Watch, c'est-à-dire une caméra 24 heures sur 24 qui le surveille et qui empêche justement les gens de se suicider. Et ce régime-là, très, très, strict, il a été levé, mais comme ça se passe dans les prisons, et 2 semaines ou 3 semaines plus tard, je n'ai plus la date exacte, vous m'en voulez pas, il suicide. Voilà. Donc ça ne dit rien de... On a rien de plus aujourd'hui que le jour où on a appris son suicide, ou plutôt une semaine plus tard que le jour où on a appris que le médecin délivrait le permis d'inhumer et que pour lui c'était compatible avec le suicide, le médecin légiste. Voilà, moi encore une fois, si on ne veut pas raconter de bêtises là-dessus. Alors après, est-ce que ça signifie que Trump était ami avec Epstein ? Oui, ça on le sait, c'est avéré. Est-ce qu'il y a des choses qui embarrassent Trump dans les documents qui ont été révélés ? Oui, c'est sorti dans la presse, encore une fois, avec un travail critique, etc. Est-ce que ça vaut culpabilité de Trump ? Non. Il faut attendre les procédures, il faut attendre que la justice passe, le cas échéant. Tu parlais tout à l'heure de victimes. Moi, je serais, pour être tout à fait précis, je parlerais de plaignants ou de plaignantes. Parce que le statut de victime, il est avéré au terme d'une enquête et
d'une vérité judiciaire. Donc les gens peuvent considérer qu'ils ont été exposés, soumis à des abus, tant que ça n'a pas été jugé et retenu par la justice, c'est pas un fait avéré. Voilà, donc je comprends. Et on est à une époque où il faut entendre et accueillir la parole des victimes ou des gens qui estiment qu'ils ont été victimes. Mais encore une fois, faisons attention. Strictement parler, objectivement, on parle de plaignants. Pour ce qui est de la complosphère, avait raison. Ouais. Bon, c'est un grand classique. Oui, on par ailleurs, c'est un grand depuis, classique. depuis effectivement des années. Ils avaient raison sur quoi? Je ne sais pas. Cette affaire Epstein, d'ailleurs, a été révélée par la presse. Il faut le dire dès le début. C'est la presse qui a sorti cette affaire. Donc après que la complosphère ait fait du bruit autour de ça, oui, elle a fait du bruit, mais elle n'a pas fait forcément le bon bruit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément relevé. Alors moi, je vais relever là quelques aspects là qui, en tout cas, qui fait ébullition dans la complosphère aujourd'hui. Alors on va nous accuser évidemment de prendre les choses les plus délirantes. C'est pas ma faute, j'y suis pour rien. Donc là, la complosphère. Donc, alors peut-être juste revenir sur un ou deux points qui ont été évoqués là, et qui ont fait surface avec ce dernier batch de millions de données publiées. Alors on parlait effectivement de Dieudonné qui a été mentionné. Alors je vais être très précis là-dessus. Donc il semblerait que Dieudonné était mentionné par une dame qui s'appelle Ariane de Rothschild, qui échangeait avec Epstein en décembre 2013, sauf si je me trompe, et qui parle tout simplement de Dieudonné, parce que Dieudonné faisait l'actualité déjà en 2013 pour ses propos publics et incendiaires. Et elle se disait simplement outrée, notamment par une vidéo, et elle proposait d'en parler à Epstein. Elle lui proposait d'en parler à Epstein simplement lors d'un passage à New York. C'est tout. Il n'y a pas d'autre mention que ça. Sauf que, évidemment, pour la complosphère, il note que quelques semaines après cet échange de mails, eh bien, on a Manuel Valls, à l'époque. Qui est à l'époque ministre de l'Intérieur, me semble-t-il. Et qui, effectivement, lui, fait une offensive contre Dieudonné avec des circulaires pour interdire le spectacle dans lequel il regrettait que le journaliste Patrick Cohen n'ait pas été assassiné au moment de la Shoah. Et pour la complosphère, ou une partie de ceux qui ont relayé ça, évidemment, il y a un lien causal. Et Dieudonné, lui, suggère qu'il y a un lien causal. Et que donc, quelque part, les pressions qui ont été faites sur lui par Manuel Valls auraient été téléguidé finalement par Alexandra de Rothschild, c'est ça? Ariane de Rothschild et Epstein. Oui. Donc évidemment, un fameux tout est lié, avec des mots, avec des noms évidemment qui résonnent de façon spectaculaire dans l'imaginaire complotiste, Rothschild, Epstein, tout ça. Et tout ça évidemment en amont. Donc depuis hier, Dieudonné surfe dessus à fond, évidemment, relayé par Géopolitique Profonde, qui emballe, qui enchaîne là-dessus. Et donc, ils vont boire du petit lait et profiter de ce moment-là de viralité pour se poser en victime d'un complot planétaire, du pire, évidemment, parce qu'on est là vraiment sur les élites pédos et satanistes. Pourquoi je dis sataniste? Parce qu'on est vraiment sur ce registre-là. Deuxième chose qui a pas mal buzzé dans la complosphère, le fait que Jeffrey Epstein aurait ouvert un compte bancaire intitulé Baal. B-A-A-L. Et ça, Baal, évidemment, c'est un dieu démoniaque qui parle, encore une fois, tout imaginaire complotiste possible et imaginable, avec le culte de Baal, où on sacrifierait les enfants dans des trucs sataniques, etc. etc. Donc il y a forcément un lien entre Epstein et le satanisme, d'où le pédosatanisme, qui va évidemment, et qui déjà évidemment réactive toute la QAnon-sphère planétaire sur ces thématiques-là. Et puis on a aussi d'autres théories complètement folles qui viennent s'agréger autour de ce moment. Eh bien, on a le fait que le maire actuel de New York, Zoran Manmadi, serait le fils d'Epstein. Ah, carrément. Me demandez pas pourquoi, c'est des photos, c'est des parallèles entre photos, des montages photos. D'accord. Alors, mais surtout, ça a été relayé par Alex Jones, c'est ça, non? Et oui, alors évidemment, j'en aurais peut-être pas parlé parce que ça a été relié vraiment par des comptes, d'ailleurs francophones, très 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 marginaux. J'aurais peut-être même pas mentionné ça. Mais bon, bref. En tout cas, ça a été relayé effectivement par Alex Jones qui a repris la flamme de ce délire. Et je m'arrête juste 2 secondes là-dessus. L'idée que quelqu'un qu'on déteste,
où un adversaire politique serait de filiation, de personnalité monstrueuse de l'histoire, c'est un mode opératoire complotiste vraiment classique. C'est quelque chose qu'on retrouve à de nombreuses reprises. J'ai encore en tête le fait que Merkel, la chancelière Merkel, aurait été la fille ou la petite-fille, la fille d'Adolf Hitler. On a Et que Adolf Hitler serait un Rothschild. Et donc, on a vraiment souvent cette volonté, j'ai presque envie d'inventer un terme pour ça, de complotisme généalogique, où on a besoin de créer une généalogie mortifère, abjecte, à un ennemi pour le discréditer, non pas du fait de ce qu'il est, mais d'où il descendrait. Et donc on projette ça là-dessus. Donc là, Mahdi, qui est évidemment une figure honnie de l'extrême droite complotiste américaine, évidemment, le considérer comme le fils d'Epstein, c'est le lier évidemment avec l'horreur absolue de la pédocriminalité la plus abjecte qui soit, ce qui est vrai pour Epstein. Donc après, il y a d'autres fantasmagories qui viennent se projeter là-dessus, mais on voit qu'il y a quand même une vraie, à la fois une ébullition, mais il y a des passerelles qui se créent où on a l'impression que chacun cherche à capter la lumière de ce moment et de tirer à lui ce sujet planétaire qui est un vrai sujet perverti, j'insiste un peu là-dessus. Ce que la complosphère fait aujourd'hui, c'est ne pas rendre justice aux véritables victimes de cette affaire. Ça, j'insiste un peu là-dessus. Le fait que nous dénoncions la complosphère, c'est aussi quelque part pour que cette affaire qui est un véritable drame ne soit pas salie, pervertie, embrumée, jetée dans un brouillard de chaos informationnel induit par la complosphère. Donc la complosphère n'est pas celle qui a révélé, c'est celle qui est en train de pervertir, d'exploiter, mais aussi de pervertir le travail de ceux qui font véritablement un travail d'enquête sérieux là-dessus, et notamment la justice. Donc j'insiste un peu là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important, c'est que la complosphère, comme pour les QAnon à l'époque, avait été dénoncée d'ailleurs, les QAnon à l'époque avaient été dénoncés par des associations de défense de la petite enfance. Dans le même registre aujourd'hui, la complosphère aussi a le même rôle délétère, encore une fois. Ils veulent soi-disant défendre une cause qu'ils sont en train pour laquelle ils sont en train de nuire, de pervertir. Ils sont en train de nuire la cause qu'ils croient véritablement défendre. Et ça, ils ne l'ont pas en tête. Et c'est pour ça que nous, en dénonçant cette captation complotiste, on fait un travail qui nous semble nécessaire, notamment au vu de l'horreur, la réalité de l'horreur qui s'est passée auprès de ces mineurs. Donc ça, c'est important de le souligner. Je sais que ce ne sera pas audible auprès de ceux qui nous détestent. Toutes les précautions de langage qu'on aura employées dans cette émission seront vaines auprès de ceux qui veulent croire que nous défendons ces fameux réseaux pédosatanistes. Et Dieu sait que c'est déjà le cas. Je reçois des tonneaux de gens qui, vraiment de bonne foi, pensent véritablement que le fait de dénoncer la complosphère sur ce sujet-là est la preuve flagrante que on fait partie du problème, qu'on est en train de défendre des pédocriminels. Et c'est déroutant quand ça vient d'adversaires ou de figures qu'on connaît de la complosphère. Et j'en ai revu quelques-uns ces derniers jours qui vraiment ne m'épargnent pas là-dessus. Mais quand c'est les têtes de pont, je comprends. Je vois leur logique. C'est évidemment de nous discréditer, de nous jeter dans la boue, et éventuellement essayer de nous salir dans cette séquence-là. Mais ce qui est terrible, c'est que je vois des gens de bonne foi qui les suivent et qui viennent m'interpeller après sur X. Comment c'est qu'ils sont de bonne foi ? J'ai l'impression, vu alors certains ont déjà un a priori flagrant, évidemment, sur la personne que je suis ou que nous sommes en général. Mais j'ai des messages qui posent des questions. Et dans la masse, je ne crois pas qu'ils soient tous de mauvaise foi. Je crois vraiment que pour certains, ils sont convaincus. Ils me questionnent, beaucoup me questionnent. Disant, mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Donc et c'est ça qui est terrible, c'est que dans cette masse de gens qui sont induits en erreur par certains influenceurs ou des choses virales qui vont être poussées par les algorithmes de X, qui va probablement faire partir énormément de cette problématique de ce moment-là, de la complosphère en ébullition, eh bien, on va emmener une masse de gens à être exposés à des contenus dont
leur seuil, encore une fois, de vigilance, de raison, va s'effondrer au vu, notamment, tu disais tout à l'heure en introduction, des images et des vidéos que j'ai déjà vues en ligne et qu'on voit diffuser, mais qui vous prennent à la gorge. Ce type de contenu dont je ne nie absolument pas la réalité. Je vois tout de suite les gens qui vont me dire oui, c'est du coup vous dites que c'est complotiste, que c'est faux, que c'est des fake news. Non, ces vidéos-là sont des réalités. C'est des contenus qui ont été publiés par le ministère de la Justice et qui étaient probablement utilisés dans le processus d'enquête. Donc on a des vidéos, heureusement on a flouté les jeunes, où on voit des jeunes filles danser dans le salon avec Epstein. C'est glaçant, c'est absolument glaçant. Ces documents lâchés, bruts, dans la pampa, face à des gens qui s'informent mal, qui vont être exposés aux algorithmes, qui vont, grâce aux algorithmes, à des théories complètement folles, claquées, des noms lâchés en pâture. Mais quel cocktail, mon Dieu, mais quel cocktail! Tu voulais rajouter quelque chose sur l'affaire Epstein ou on Non, passe à pour deuxième terminer sur l'affaire Epstein, ouais. et de manière très très emblématique, on a quelqu'un comme Hervé Ryssen, activiste de la plus extrême droite, négationniste, antisémite revendiqué, raciste, qui a isolé de manière très très malhonnête un document disant regardez, c'est bien la preuve qu'on fait des crimes rituels sataniques, etc. Alors qu'il s'agit, le document qu'il cite, c'est une rumeur. C'est une rumeur qui est rapportée. Voilà. Mais tant pis. Voilà. Il fait passer ça, il prend la capture d'écran, il la met, il dit regardez, on avait raison. Voilà. Je rajoute peut-être encore une petite chose. Dernière chose. Alors évidemment, le cœur nucléaire de la complosphère aujourd'hui se situe plutôt à l'extrême droite. Mais je dois dire qu'il y a quand même aussi une contamination d'une partie marginale, mais présente, de gens qui ne sont pas dans le cœur nucléaire de l'extrême droite internationale. On a plutôt des démocrates aux États-Unis, ou des gens qui sont de l'autre côté du spectre politique, qui sont emportés dans cette bourrasque et dans ce chaos informationnel, et qui peuvent parfois être perméables à, disons, des pulsions ou de suspicions complotistes. Cette séquence-là vraiment éclabousse beaucoup plus largement, évidemment, que l'extrême droite pro-Trump. On voit d'ailleurs ça en termes de schisme au sein de l'extrême droite américaine, sur ce fameux séquence Epstein. On voit bien qu'il y a déjà, au sein de l'extrême droite MAGA, on a déjà parlé ici, où il y a déjà un schisme intra-MAGA. Mais du côté démocrate, il y a certaines postures qui, moi, je trouve plutôt inquiétantes. Et effectivement, à appuyer sur certaines suspicions qui, pour moi, sont pas très très loin de ce qu'on peut entendre au sein de la complosphère. Et j'ai envie de dire, il faut que la précaution soit le maître mot, la boussole absolue dans ces moments-là. Surtout lorsqu'on est contre Trump aujourd'hui. Et je crois que les démocrates, alors le Parti démocrate en lui-même, ceux qui ont une forte voix sont raisonnable, mais dans la base, il y a une porosité, et je pense qu'il est important que le signal soit envoyé de façon extrêmement forte et verbale, que la précaution doit être vraiment toute posture initiale à cette masse de données dont on ne voit, dont ça n'est que le début du commencement. On a 3 millions de pages, personne n'est en capacité aujourd'hui d'en extraire la substantifique moelle. Ça va durer des jours, peut-être des semaines, si ce n'est pas des mois. Sans compter qu'il y resterait encore 3 millions d'autres pages que beaucoup, légitimement, vont vouloir qu'on les rende publiques, ce que je peux entendre, avec toutes les réserves que j'ai exprimées tout à l'heure. Jeter des millions de pages brutes, sans contexte, c'est aussi une prise de risque si on ne les borde pas correctement. Pour les personnes mentionnées dedans, c'est du fuel pour ce qu'il y a probablement de pire à l'international dans la complosphère la plus radicale. On a peut-être des gens fragiles qui vont peut-être faire un Pizzagate. Un passage à l'acte. Un passage à l'acte. Oui, mais c'est du fuel pour le populisme aussi.
Voilà. Aussi, oui. Alors le fuel pour le populisme aussi, c'est le chaos informationnel autour de la mort de René Good et d'Alex Pretty à Minneapolis, entretenu par Donald Trump lui-même, hein, qui parle de faux manifestants, d'agitateurs professionnels. D'autres font croire que la Chine est impliquée dans ces manifestations de protestation contre la milice anti-immigration de Trump, ICE. Alors finalement, on a même vu une vidéo, hein, qui a été publiée comme preuve qu'un manifestant a été payé, qui finalement a été démonté par l'AFP comme étant un outil fait par intelligence artificielle. On va regarder cette vidéo et puis ensuite on discute du problème. You got a job? Not right now. You working anywhere at all? No. So you don't have a job? Nope. Then what brings you out here all day in the cold? Just out here, man, showing support. Are you getting paid to be here? Yeah, they give us some money. They pay you? Yeah, 20. Alors Donc on là, voit bien, ouais. le chaos informationnel est complet, hein, un gouvernement qui donne de fausses informations, des vidéos qui circulent, qui sont faites par IA. Comment s'y retrouver et surtout comment analyses-tu cette crise aujourd'hui, Rudy, sur le moment informationnel et le moment conspirationniste qu'on est en train de vivre avec Minneapolis? Alors d'abord, ce qui te fait parler de milice anti-immigration de Trump, c'est qu'elle dispose de nouveaux moyens, elle a été réformée, mais c'est une police fédérale qui existait avant Trump, qui a reconduit à la frontière de nombreux immigrés clandestins sous les administrations républicaines et démocrates avant Trump, sous Obama notamment. Donc ça, c'est pas en cause. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une police dont les agents interviennent masqués, sans avoir besoin de mandat pour appréhender les gens. Et le bilan, en tout cas du mois de janvier 2026, c'est 2 morts. Et pas des immigrés clandestins, des citoyens américains. Donc évidemment, ça choque massivement les Américains démocrates, ça choque une majorité d'Américains. Les sondages montrent qu'il y a près de 60% d'entre eux qui considèrent que là, ça va vraiment trop loin. Donc, ils ont toutes les raisons, les Américains qui manifestent contre ICE, de le faire. Mais comme en démocratie, quand on est choqué par quelque chose, quand on est indigné, on descend dans la rue avec des pancartes, etc. D'imaginer que les gens qui se mobilisent sont des acteurs payés, des forces payées par des milliardaires, exemple George Soros, ou des puissances étrangères, la Chine, le Mexique, etc., c'est ce qu'on a entendu, sans preuve par ailleurs, c'est une tentative de diversion. C'est clairement c'est la stratégie de la diversion. C'est clairement une stratégie de la diversion, ce que tu écris dans ton édito qu'on vient de publier. Donc voilà. Ce qui est intéressant quand même sur la séquence, c'est la réapparition d'une figure un peu secondaire, mais pas marginale de l'alt-right américaine, c'est Peter Schweizer. Peter Schweizer, il est... D'abord, c'est un contributeur, un rédacteur en chef de Breitbart News, qui était un peu le navire amiral de l'alt-right en 2016 au moment de l'élection lancé par Bannon, d'ailleurs. Lancé par Bannon avec de l'argent de Robert Mercer, le milliardaire d'extrême droite. Et Peter Schweizer, c'est vraiment... il est à la tête d'une organisation, d'ailleurs, financée par Mercer. Et donc, c'est vraiment un pilier de cette alt-right, du mouvement MAGA. Et il publie depuis des années, depuis plus d'une dizaine d'années, régulièrement des enquêtes, des bouquins qui sont critiqués par la presse pour leur manque de sérieux. La tendance à considérer comme des preuves ce qui ne le sont pas, à voir des preuves dans des corrélations qui ne sont pas forcément démontrées, enfin qui ne valent pas lien de causalité. Et là, il sort un bouquin, là, il y a 2 semaines, à la mi-janvier, un bouquin qui s'appelle The Invisible Coup, le coup d'État invisible. Et alors, la thèse de ce livre, en fait, ça a fait beaucoup parler Peter Schweizer, parce qu'il est passé dans plusieurs émissions de Fox News, mais notamment une chez Lauren Graham, qui lui dit, oui, alors on est d'accord que sur ces mobilisations, on a la trace de la Chine partout. Ouais, et il dit, oui, il abonde, oui, absolument, et il développe sa thèse. Et la thèse qu'il développe dans son livre, c'est que, en fait, la Chine, mais aussi le Mexique, mais aussi les frères musulmans, exploitent les lois sur le droit du sol, les lois américaines sur le droit du sol, pour subvertir les États-Unis de l'intérieur. Ensuite, sa thèse, voilà ce qu'il dit. Il dit, voilà, il y a 100 000 enfants chinois
qui naissent chaque année sur le sol américain. Source de ce chiffre, impossible à trouver. Franchement, on a essayé de les recouper, on ne sait pas d'où il sort ces chiffres-là. Bon, mais admettons, sa thèse, c'est que 100 000 enfants chinois naissent sur le sol américain, se voient délivrer automatiquement la citoyenneté américaine, sont ensuite envoyés en Chine, là aussi, où est l'enquête, envoyés en Chine, élevés en Chine. Par des tunnels. Voilà, peut-être. Élevés en Chine, dans l'idéologie du Parti communiste chinois, pour ensuite, à leur majorité, être renvoyés aux États-Unis, infiltrer les lieux de pouvoir américains, mais surtout fournir des bataillons d'électeurs qui permettront de voter pour les intérêts de la Chine. Ils de répondre, mais donc, quel est le candidat ou le... Il parle même de candidat mandchou. Enfin, il a même une expression pour ça, qui renvoie à une histoire complotiste dont on a déjà parlé. Bon, je ferme la parenthèse. Et on a envie de dire, mais quelle est la force politique qui est pro-Chine ? Dans l'esprit de la droite américaine, c'est les démocrates. Oui, bien sûr. Ouais. Les pro-Trump sont convaincus, et ils accusent les démocrates depuis des années de faire le jeu de la Chine, des agents chinois pour le Parti communiste chinois. Mais ça, encore une fois, rien n'est démontré. Donc en fait, on est, comme souvent dans le complotisme, dans un glissement où les théories du complot ou les éléments non démontrés nourrissent appuie d'autres éléments non démontrés eux aussi. Et ça me fait penser à une vidéo de Candace Owens récente, où c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle se construit sa propre cathédrale complotiste à partir d'éléments qui tous sont faux, mais qu'elle présente comme vrais et comme avérés. Et donc, effectivement, dans son univers mental, ensuite, ça fait sens. Sauf que c'est un puzzle complètement imaginaire. Voilà. Et je trouve qu'avec Peter Schweizer, on est complètement là-dedans. C'est un très proche de Bannon. Pour vous donner une idée de ce qu'il dit, il parle de son livre. Ce livre traite de l'utilisation de l'immigration comme arme. C'est ainsi que les adversaires étrangers des voisins comme le Mexique ou des pays comme la Chine ou encore les frères musulmans utilisent la migration de masse comme une arme politique contre nous. Ainsi, lorsqu'une personne vient de Somalie, du Mexique ou de Chine, elle n'apporte pas seulement avec elle sa personne, sa famille et sa culture, elle apporte également avec elle des réseaux politiques. Et ces réseaux politiques sont hostiles aux États-Unis. Voilà. Enfin, c'est vraiment la thèse de l'ennemi de l'intérieur. Voilà, c'est l'administration Trump en use et en abuse. Parce que, par ailleurs, c'est repris au plus haut niveau par l'administration Trump. Qu'est-ce que tu as repéré, toi, sur Minneapolis, sur cette histoire ? Ce que je trouve intéressant, si on parle de la complosphère... Dans l'empreinte qu'on suit. On trouve le même schisme autour de l'affaire Epstein. C'est qu'il y a une partie de la complosphère, celle qui était effectivement déjà mal à l'aise avec l'administration Trump sur ce sujet-là spécifiquement, et sur Israël aussi, eh bien on trouve certaines de ces figures-là qui, elles, commencent aussi à être mal à l'aise par rapport à la police de l'immigration et leurs pratiques. Alors, je pense qu'une partie de la complosphère cherche aussi à suivre un peu le chaland de l'audience. Ils cherchent à garder effectivement de l'audience, et ils sentent qu'il y a un capital d'audience à récupérer chez ceux qui sont évidemment contre les exactions injustifiables de l'ICE. Ce qui est assez notable, évidemment, avec cette séquence, évidemment, c'est le chaos informationnel qu'il y a autour de ça, et notamment les IA, ce qui permettra de faire la transition avec le prochain sujet. Donc l'IA qui a été utilisée de façon, j'allais dire, institutionnelle par l'administration américaine. On a un compte de l'administration américaine, je ne sais plus de quel ministère, qui avait modifié une dame qui avait été arrêtée, et il lui avait modifié son visage pour la faire pleurer, alors qu'elle était plutôt composée sur le visage, et puis il avait l'air un peu caricatural. Et c'est une image que, je crois, je ne sais plus quel ministère avait partagée. Donc il y a eu de la modification par IA d'une image image réelle, authentique, pervertie pour un motif de propagande politique. Quand l'administration elle-même donne le la de l'utilisation de l'IA pour déformer la réalité d'une information, on voit le caractère délétère pour ce moment et cette séquence en termes de chaos informationnel. Donc l'IA est utilisée. Ce qui est malheureusement déroutant aussi, c'est que l'IA peut être aussi utilisée par des gens qui veulent
dénoncé l'administration américaine. T'en as repéré aussi. Il y en a eu quelques-unes qui ont pu circuler, où les personnes voulaient illustrer avec de l'IA des gens qui se révoltent contre l'ICE. Le problème, c'est qu'évidemment, quand l'administration américaine donne le là de l'usage de ces IA, eh bien, des personnes, les adversaires, vont peut-être considérer que c'est armes égales, que c'est légitime, que c'est dans les usages, que cette fenêtre d'Overton de l'utilisation des IA est légitime et que donc nous-mêmes on peut le faire. Ce qui évidemment, c'est tiré sur son propre camp, évidemment, d'utiliser ce genre de choses. Mais bon, bref, pour l'essentiel en tout cas, les IA, les choses les plus scandaleuses qu'on a pu voir, c'est effectivement notamment avec la dernière personne qui est morte aux États-Unis, Alex Pretty, dont des images avaient été relayées notamment par un politique américain pro-Trump avec son téléphone remplacé par un pistolet. C'est le niveau de la désinformation. Je pense même que le politique pro-Trump qui avait partagé ça, lui-même y croyait. Il a dû simplement, c'est que sa propre consommation informationnelle. C'est sa bulle informationnelle qui l'a emmené évidemment, vers ça, évidemment. Ouais. Et donc c'est dans son cloaque de consommation informationnelle qu'il a vu ça passer, et vu que ça résonne instantanément sur ses préjugés, il le partage, ce que font malheureusement beaucoup de gens, quel que soit le contenu généré par IA aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors tu parles de contenu généré par IA, ça nous fait une transition vers notre prochain sujet, c'est le sujet François, qui a retrouvé récemment sa chaîne YouTube, je crois que c'était début octobre 2025, et donc a fait des vidéos. Enfin, a produit des vidéos sur cette chaîne YouTube, et ces vidéos sont faites par IA. C'est ça que tu as repéré, Tristan ? Oui, enfin, c'est Rudy d'abord qui a repéré ça. Rudy d'abord. Mais effectivement, j'ai jeté un coup d'œil après par la suite pour voir effectivement dans le torrent de vidéos publiées, parce que c'est une machine à publier, François. Ouais. C'est un vrai média avec énormément d'audience. Et donc sur le torrent des vidéos qui ont été publiées depuis la restitution du compte. Je crois que c'est octobre 2025 sur YouTube. Eh bien, quasiment un mois après, en gros, je fais attention avec ce que je dis parce que je me suis fait épingler, donc bref, en gros, quelques semaines après s'être remis en place, eh bien, il se trouve qu'on voit apparaître des petites vidéos qui sont faciles à identifier. D'ailleurs, si vous allez sur le site, il suffit de regarder les vidéos qui font moins de 10 minutes. Vous verrez que quasiment toutes les vidéos qui font moins de 10 minutes sont en fait des vidéos 100% générées par IA, une IA très spécifique, c'est une IA de Google qui s'appelle Notebook ML, qui permet de générer avec un seul prompt, un petit texte qu'on lui copie-colle. Notebook LLM. LLM, oui, c'est ça. LM, ouais, Notebook c'est LM, ouais. C'est LM ou LLM ? LLM, non ? Non, je crois que c'est LM. Notebook. Alors, je te fais confiance. Mais moi, je disais ML, donc on se trompe souvent dans ces terminologies. Mais bref, donc Notebook LM qui permet de générer de la vidéo simplement avec un simple prompt de texte, un article par exemple, qu'on aurait peut-être soi-même rédigé par IA. Bien sûr. Je dis ça parce que j'ai des suspicions. Ça, tu dis rien. Je dis ça parce que j'ai des suspicions également sur le site de François, et qui génère 10 minutes de vidéo avec également de l'illustration. Donc ça va structurer du début jusqu'à la fin tout un développement très bien formaté, thématisé, ordonné, avec des parties qui s'enchaînent et qui se produisent, qu'on peut produire en quelques minutes. J'ai déjà fait le test en produisant quelques-unes, comme ça, quelques prompts, et le résultat est absolument fascinant. Coût de production, zéro. On peut tester aujourd'hui. Moi, j'ai un abonnement minimal sur Notebook LM. Je crois que même en version gratuite, on peut avoir 1 ou 2 essais par jour. Enfin bref, on peut le faire. Coût zéro. Et en regardant le mur des vidéos de François sur YouTube, j'ai pu constater qu'une écrasante majorité des vidéos étaient des vidéos générées par Notebook LM. Sans journaliste, zéro coût, et un mur de vidéos avec un compte qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Oui, tu as travaillé aussi sur le sujet, Rudy, sur François. Qu'est-ce que tu as repéré, toi, de frappant par rapport à cette utilisation de l'IA ?
Non, alors d'abord, sans journaliste, tu as raison de le préciser, parce que François, contrairement à ce qu'indiquent trompeusement ses mentions légales, n'est pas un site de presse, c'est-à-dire qu'il continue d'afficher un numéro CPPAP, qui est une immatriculation CPPAP qui lui a été retirée. Et qui lui a été retirée il y a en quand 2022, même je crois. un bon bout de temps maintenant. Oui, je crois que c'était 2022. Il me semble. Fin 2022 de mémoire. Mais... Donc il y a plus de 3 ans. Ouais. Ouais. Il y a plus de 3 ans, ça lui a été retiré. Et surtout, ça lui a été retiré. Il avait fait un recours dans le Conseil d'État, mais le recours a été rejeté l'année dernière. Donc en fait, ça y est, il n'y a pas d'autre voie. Et il continue d'expliquer que temporairement, il est... bon voilà. Donc il saisit les institutions européennes peut-être, non? De quoi? Je crois qu'il faut une démarche. Je ne sais pas, en tout cas, c'est pas dit. Il renvoie vers le Conseil d'État, mais voilà. Donc premier point. Ça n'est pas un site de presse, François, et ça n'a évidemment rien à voir avec le journal créé en 1944 par Pierre Lazareff. 2. C'est pas tant François, effectivement, donc tu as mis sur Twitter qu'une majorité des vidéos, je crois 80%, ou plus de 80%, hors réel, vidéos réelles, étaient générées par Notebook LM, et François a riposté très rapidement avec un article d'attaquant, et un article manifestement rédigé par IA générative. Donc c'est vraiment serpent qui se mord la queue. Quoi. Oui, à quoi il a rajouté une vidéo. C'est pas ah oui, en plus il y a une vidéo. Et en plus il y a une vidéo. Une vidéo générée par Notebook LM également. Bon, mais tout de même, si on prend un peu de hauteur en laissant François de côté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a la possibilité pour des entrepreneurs de politisation et des charlatans eh bien, de créer à un coût modique, voire nul, un flot ininterrompu de contenu. Donc créant du coup une pollution en fait informationnelle qui est capable de submerger en fait les informations émises par des sources fiables, oui, parce que ça qui prend procèdent d'un travail journalistique qui prend du temps, et puis ça prend beaucoup plus de temps de faire une vidéo qui coûte de l'argent. Monter, ça coûte de l'argent et ça prend énormément de temps. Là, 2 minutes. Alors que si nous, on devait faire une vidéo de 10 minutes, montée, avec des insertions images, de l'animation, il faudrait plusieurs jours. Et puis il faut payer quelqu'un pour le faire. Et puis en plus, ça a un coût. Deuxième point, moi, il y a un phénomène qui m'inquiète assez. Je le vois sur une plateforme comme X. C'est effectivement l'utilisation de l'IA générative par des comptes de désinformation, c'est très clair. L'exemple typique étant quand même le compte Zoé Sagan, c'était quand même ça. Mais aussi, aujourd'hui, des comptes qui prétendent lutter contre la désinformation et qui font un usage assez transparent d'ailleurs, ils l'assument, mais massif de l'IA générative. Et là, je dois dire que ça commence à me poser un problème, parce on risque d'arriver, la pente naturelle de ce phénomène-là, c'est des comptes produisant des contenus générés par IA qui discutent, qui échangent avec d'autres comptes qui produisent des contenus générés par IA. Et alors là, que devient le débat public à ce moment-là? Est-ce qu'on n'y perd pas en authenticité? Lorsqu'on discute avec quelqu'un sur un réseau social, est-ce qu'on est sûr de discuter avec quelqu'un? C'est pas seulement que c'est un bot, mais si cette personne met son compte... vous voyez ce que je veux dire? C'est plus la discussion humaine, quoi, d'une certaine manière. Et ça m'inquiète assez. Et il y a un dernier point ensuite, mais vas-y. Oui, alors là-dessus, je te suis et j'essaie de mettre un bémol pour qu'il y ait un peu une conversation entre nous sur les sujets. Je peux comprendre que des comptes, d'ailleurs, qui luttent contre la désinformation, s'appuient sur de l'IA, par exemple, pour formaliser du contenu. Peut-être parce qu'on n'a pas une plume très efficace. On a des idées, on a des arguments qu'on peut prompter, et peut-être qu'on n'est pas très à l'aise dans la rédaction, peut-être. Donc, si c'est pour aider des gens à essayer d'exprimer mieux, clairement, des contenus, moi, je peux entendre que certains comptes qui veulent lutter contre la désinformation ou contre le complotisme utilisent ça. Tu ne crois pas qu'à ce jeu-là, on sera toujours perdant? C'est-à-dire que... voilà. Sur la plateforme X ou sur les réseaux sociaux, je veux dire, on est déjà perdant. C'est juste, quelle que soit la forme du contenu,
s'il y a un contre-argument, même s'il est généré par IA, au moins il y a un contre-argument. Il est bien présenté. Mais encore une fois, c'est pas facile à défendre. Mais j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin, même moi, par rapport à ce sujet-là. Là où la frontière est plus délicate, c'est quand on veut illustrer avec des images. Là, il faut être extrêmement clair. Si on fait des images ou des vidéos, il faut que ça soit absolument explicite, que ça l'est. Et pour être tout à fait honnête, il y a plein de comptes que je trouve très bien, qui parfois, pour illustrer un tweet, un article ou une annonce de quelque chose, ou même sur YouTube, pour les fameuses images de présentation, vont utiliser de l'IA pour illustrer. Bon, c'est aussi une réalité d'usage et de l'époque. Mais est-ce qu'on est obligé d'y souscrire? C'est-à-dire que je me pose ces questions-là aussi. Hein. C'est tentant, effectivement, de dire on va plutôt utiliser l'IA pour générer une illustration, ça ne mange pas de pain, puis après tout, on peut le signaler. Mais est-ce qu'on n'habitue pas l'œil? Est-ce qu'on ne contribue pas à un phénomène assez préoccupant? C'est-à-dire qu'on habitue l'œil des gens qu'on prétend informer, encore une fois, à quelque chose qui n'est pas réel. Alors, on peut aussi considérer que si on les habitue, c'est aussi pour les amener dans le monde qui vient. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, la position d'ailleurs de Conspiracy Watch est à la fois éthique, morale, mais elle est aussi pédagogique. Et je trouve que c'est bien d'expliquer pourquoi Conspiracy Watch, jusqu'à aujourd'hui, a dit clairement, s'est prononcé sur le fait qu'il n'utiliserait pas de contenu généré par IA sur les contenus vidéo, photos, d'illustration pour les contenus qu'on met en ligne. On peut utiliser l'IA en amont, bien sûr. Ça, je vais te dire, l'utilisation de l'IA sur les montages illustratifs, c'est dans le processus, c'est-à-dire qu'en général, on utilise des collages, des images existant réellement, des captures d'écran, etc., réelles, et parfois, parce que tous les instruments maintenant sur Canva, etc., sont assistés par IA. Donc parfois, il y a effectivement de l'IA qui va donner une teinte, mais ça s'arrête là. On ne génère pas, ex nihilo, un contenu avec un prompt. Voilà, ça on ne le fait pas. On a décidé de ne pas le faire. Et par ailleurs, en ce qui concerne le processus de rédaction de nos textes, on passe parfois nos textes. Maintenant, j'ai demandé à ce qu'on les passe systématiquement à l'IA pour repérer les coquilles, les fautes d'orthographe. Voilà. Mais pas pour écrire. Pas pour écrire. L'IA, on peut s'en servir comme d'un assistant y compris dans le processus d'enquête, dans la recherche, parce qu'on gagne du temps. On gagne du temps. Mais en revanche, il ne s'agit pas de faire un prompt et de copier-coller ça et de donner ça aux gens. On a un service de presse en ligne, je veux dire, sinon on se moque d'eux. Donc voilà. Et donc on a décidé d'encadrer ça assez clairement, notamment dans une charte. Mais le problème, c'est que je vois bien que des médias vont plus loin que ça et font un usage plus large que ça de l'IA. Alors, pour les médias sérieux aujourd'hui, tous sont extrêmement précautionneux là-dessus. On est plus sur les médias effectivement alternatifs, indépendants. Ou émergents. Ou émergents, évidemment. Mais c'est un peu, encore une fois, c'est le sens, j'allais dire malheureusement le sens de l'histoire. Le tout, c'est comment est-ce qu'on y fait face et la transparence dans les usages. Pour moi, c'est ça qui est le plus important là-dessus. Et pour ce qui nous concerne, là, ici, c'est quand même aussi de dénoncer, pour la complosphère, c'est que c'est évidemment une opportunité de dingue, une opportunité historique. C'est une production industrielle de fake news, quelque part, et de contenu, de faux contenus. Et François est vraiment, pour moi, le symptôme de ce qui vient, clairement. Bien sûr, c'est un des premiers sites de France en termes de fréquentation conspirationniste. Donc, Je vais maintenant dériver sur un autre sujet, qui est les bots. On a des millions de publicités programmatiques qui sont diffusées à des bots. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes en chair et en os, c'est-à-dire les gens qu'elles visent, ce sont des bots qui les regardent. Et donc, il y a même un phénomène où Google faisait de la publicité, c'était ces bots qui regardaient cette publicité. Donc, dépenser en frais publicitaires. Et ça, c'est un problème parce que avec la multiplication du recours à l'IA générative, on risque, et c'est un risque très réel, de se retrouver à plus ou moins brève échéance. Du cannibalisme informationnel. Exactement. C'est-à-dire dans un environnement numérique où la masse des contenus générés par IA dépasseront en quantité les contenus générés
de manière anthropique, je sais pas, enfin par l'humain. Voilà. Si à partir de là, les IA continuent à s'entraîner sur des jeux de données qui eux-mêmes en majorité ont été générés par IA, on arrive très vite à ce qu'on appelle la théorie de l'Internet mort. C'est-à-dire un Internet qui fonctionne comme ça comment dire, en vase clos, quoi. En vase clos, quoi. Et ça, ça risque d'assécher quand même la pensée, de refermer notre horizon, et c'est quand même assez inquiétant. Ça nous permettra de lire à nouveau des livres. Oui, peut-être, mais alors... Généré par IA. Généré par IA. Bon, bah, voilà, alors, merci les gars, vous m'avez déprimé. Bon, c'est la fin de cette émission. On voulait finir par vous recommander le visionnage d'un documentaire qui est paru sur Arte sur le protocole des sages de Sion. C'est un documentaire très complet sur la perpétuation de cette rumeur et de ce faux tsariste dans lequel Rudy est interrogé. C'est disponible sur le site d'Arte jusqu'en janvier prochain, je crois, et aussi sur le site de Conspiracy Watch. Donc allez-y sur le protocole. Conspiracy Watch est vraiment mis à l'honneur dans ce docu. Mis à l'honneur effectivement dans ce docu. Cette émission a été réalisée comme chaque fois par l'excellent Martin Béraud, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes. Salut. Allez, ciao. Salut.